Bienvenue sur Fashion Green Podcast, le podcast des entreprises engagées pour une filière mode, textile, sport et luxe plus durable. Pour la première fois à Nantes, et sur le thème « Recréer la mode », les Fashion Green Days ont permis de décrypter les impacts et enjeux de la filière, de mettre en avant la richesse textile locale et d'imaginer et de comprendre la mode durable, circulaire et désirable de demain. Une édition co-organisée avec Nantes Saint-Nazaire Développement et la Samoa, ainsi qu'en partenariat avec de nombreux acteurs du territoire. Bonne écoute. Alors pour explorer un peu ce sujet en une heure, j'ai le plaisir d'être accompagné par 5 intervenants autour de cette table. Donc à savoir Rodolphe Bled, dirigeant de Bleu Océane à Beauvoir-sur-Mer, donc une entreprise spécialisée dans la confection de vêtements en toile de Nîmes. Autour de cette table, on a également Delphine Bellerin, qui est dirigeante de l'entreprise Ménatelier à Goron, qui a de multiples activités, et notamment de la confection. On a aussi Clément Daudifray, qui est directeur général adjoint de Mullier-Fleury, à Sèvres-Moine, donc une entreprise spécialisée dans le vêtement de travail. Et puis Nicolas Nojac, directeur d'exploitation de Renaissance Textile à Laval, donc spécialisé dans le recyclage textile. Et enfin, Jean-Olivier Michaud, de la manufacture, le groupe Eram, et notamment pour la marque Cécile. Voilà, alors donc sur ce thème, comment fabriquer demain, on va essayer de l'explorer ensemble. Et pour commencer, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui me semble essentiel pour explorer la fabrication de demain, à savoir la collaboration. Comment demain mieux collaborer ensemble. Et pour commencer sur ce sujet, j'aimerais poser la question à Mullier-Fleury. Quand on parle collaboration, est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur la création de Renaissance Textile, qui est un projet collaboratif dès le départ? Avec plaisir. Bonjour à tous. Donc déjà, juste tu l'as précisé, mais pour bien redire, nous on est dans le vêtement professionnel et on a des clients un peu dans tous les secteurs d'activité. On habille en fait les salariés des autres sociétés. Et donc avec 2 pôles très importants, la partie santé, donc les hôpitaux, les cliniques, et puis après toute la partie qu'on appelle corporate, le fait d'habiller tous les autres secteurs. Et donc pour répondre à la question, je vais juste me permettre de réexpliquer un peu la genèse de ce qui nous a emmené à nous rendre compte justement qu'il fallait travailler en équipe pour pouvoir réussir. Et déjà, c'est de vous expliquer, dans notre société, on a formalisé notre raison d'être, qui est faire du textile une source de fierté. Pourquoi? Il y a 2 raisons principales. La première raison derrière cette raison d'être, c'est que notre ADN, ça a toujours été de faire des beaux vêtements pour mettre en valeur les salariés des sociétés. Et donc mettre en valeur pour qu'ils soient fiers de représenter leur société. La deuxième signification derrière cette raison d'être, c'est le faire de manière plus vertueuse. Parce qu'on a la conviction déjà depuis pas mal d'années qu'on ne peut plus continuer à faire du textile comme on le fait historiquement et qu'il faut changer la manière de faire du textile. Et donc ça, cette raison d'être là, pourquoi j'en parle? Parce que déjà, la première collaboration qu'il faut avoir, c'est celle de toutes les équipes. Et en fait, la raison d'être, quand on l'a formalisée, moi je le dis souvent comme ça, et quand je le présente et je rappelle aux équipes, je dis c'est notre boussole. C'est la boussole qui doit nous permettre de prendre les décisions à chaque fois. Et quand tu te poses une question pour savoir si c'est pertinent d'aller acheter à tel endroit, prends la boussole. Et assez souvent, je le redis dans des réunions en disant mais est-ce que ça fait du textile une source de fierté si on bosse avec tel atelier ou à tel endroit? Ah bah non, pas forcément. Bon bah alors du coup, donc la première collaboration, c'est celle d'embarquer ces équipes, et ça c'est le premier point important. Derrière ça, dans ce travail-là, pour faire du textile une source de fierté, on s'est dit, on ne peut plus continuer, je vous le disais tout à l'heure, donc il faut qu'on arrive à comprendre quel est notre impact. Donc on a fait notre impact carbone et on a mesuré quel était notre impact. Et je l'ai entendu d'ailleurs tout à l'heure, quelqu'un disait, le plus gros de l'impact dans le textile, chez nous, en tout cas, dans le bilan carbone de Mullier-Fleury, les 80% de notre impact, ça se joue au début de la vie, avant même que ça arrive dans nos ateliers de confection. Et donc, le début de la vie, c'est la création de la fibre, la culture de la fibre, c'est la transformation de la fibre, puis le tissage, la teinture, et 80% de notre impact carbone. Donc on s'est dit, si on doit impacter quelque chose dans l'impact carbone de Mullier-Fleury pour le réduire, ce sera sur cette partie-là qu'il faut agir. La réduction du papier dans les imprimantes, dans la boîte ou des trucs comme ça, c'est bien, on le fait, mais disons que si je faisais que ça, ce serait un peu du greenwashing et ce serait pas objectif et pertinent. Donc, gros impact sur la partie début de vie.
Derrière ça, on s'est dit comment est-ce qu'on peut impacter, comment est-ce qu'on peut réduire ça. Et on a regardé un peu les différents types de fibres qu'on pouvait utiliser, et il s'avère que la fibre recyclée avec un recyclage mécanique, selon l'ADEME, est 16 fois moins impactante que la fibre conventionnelle qu'on utilise dans nos vêtements. Donc on s'est dit, clairement, la solution, elle est dans nos placards. Elle est dans les placards de nos clients, et les clients qu'on habille, c'est Super U, Leclerc, Renault, Intermarché, Safran, Air Liquide. Et en fait, la chance qu'on a dans le vêtement professionnel, c'est que nos clients, ils ont des vêtements qui sont tous de la même couleur, tous dans la même composition. Donc quand on les collecte et quand on les recycle, on a des grands gisements de couleurs, de la même couleur, de la même composition, et on peut les réutiliser en seconde vie. Et on a fait il y a quelques années un projet avec Norauto, qui est un de nos clients, et qui a été en fait de recycler leurs pantalons, et on a refait leurs t-shirts avec. Et ça a été en fait très qualitatif, et on s'est dit, on peut y arriver, on arrive à faire quelque chose de qualitatif, maintenant il faut le déployer pour tous nos clients. Et c'est là où il y a le deuxième élément de collaboration qui est important, c'est qu'on s'est dit, la plupart de nos clients ne sont pas comme Norauto, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément prêts à nous confier leurs vêtements fin de vie et à les réutiliser, à remanger la fibre en seconde vie pour en refaire des vêtements. On en a beaucoup qui nous disent, écoutez, recyclez nos vêtements, mais par contre, on n'est pas prêt forcément à vous racheter la fibre qui en ressort. Et donc, il faut qu'on arrive à faire des boucles, ce que j'appelle des boucles ouvertes. C'est-à-dire qu'on va être, nous, à l'entrée, on va mettre peut-être des choses à recycler, et il faut que quelqu'un d'autre les utilise en sortie. Et c'est là où j'ai rencontré à l'époque Nicolas, que je ne connaissais pas, mais qui travaillait pour TDV Industrie, dont on savait qu'ils étaient très engagés sur la partie recyclage, et Nicolas en parlera, je pense, tout à l'heure. Et puis Tissage de Charlieu, qui est une autre société avec qui on a créé une société de recyclage, Tissage de Charlieu, qui utilise beaucoup de matières recyclées. En fait, quand on s'en est parlé, on s'est rencontrés tous, et puis on s'est dit, mais plutôt que de lancer 3 projets concurrents pour faire la même chose, faisons-le ensemble. Et en fait, les gisements des uns, en tout cas de fin de vie, serviront de matière première des autres, et ainsi de suite. Et il faut qu'on soit 3 premiers peut-être à être un starter, et après qu'on l'ouvre à toute la filière, parce que le but, c'est pas de limiter ça à nos marchés ou à nos clients. Et donc ça a été vraiment le démarrage, et c'est ce que je voulais vous expliquer pour expliquer la genèse de comment est-ce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas le faire tout seul et qu'il fallait travailler en équipe pour y arriver. Et donc, ça fera peut-être une bonne transition à ce que tu me diras après, Nicolas, mais voilà en gros vraiment où est-ce que ça nous a emmené et pourquoi est-ce qu'on est arrivé là. Okay. Et aujourd'hui, la boucle est bouclée, puisque vous utilisez du fil. C'est ça, en fait, il y a 3 ans, donc quand on a commencé à travailler avec Nicolas, on a bossé pendant des mois et des mois et des mois sur le business model d'une société, de création d'une société qu'on a créée il y a 1 an et demi maintenant, 2021, qui s'appelle Renaissance Textile. Et donc la société Renaissance Textile, en fait, à l'entrée, on y met des vêtements fin de vie. Et on a conçu, et Nicolas a beaucoup porté ce sujet-là, hein, c'est même lui qui l'a porté en première ligne. On a conçu une machine qui en fait retire les points durs en automatique des vêtements qu'on y met, et qui permet à la fin de la ligne de récupérer une bourre, qui est comme une bourre de coton, qu'on peut réutiliser en filature, qui est suffisamment longue, parce que c'est un des enjeux, pour être réutilisée en filature. Et donc voilà, on a réussi la création de cette société-là. Aujourd'hui, elle tourne, la ligne tourne, fonctionne. Et là où j'aime bien la liaison, la boucle est bouclée, c'est que ces dernières semaines, ça y est, on a présenté pour la première fois les tissus qui contiennent cette fibre-là. Il a fallu un certain temps entre le démarrage de la ligne et la sortie des tissus, parce qu'il fallait développer, que les filateurs développent les fils, et que derrière les tisseurs développent les tissus et qui testent aussi la partie teinture sur ces produits-là. Mais ça y est, pour le vêtement professionnel, on a lancé les premières collections de tissus, et on commence à le faire avec des clients. Là, dans les prochaines semaines, les prochains jours, on va recycler avec Conforama leurs anciens vêtements pour refaire des nouveaux vêtements. Donc ça y est, en effet, on a les premiers tissus, et en effet, moi j'attendais ça avec impatience, parce que là on peut dire que la boucle est bouclée. Ouais. Parfait. Et on va en parler juste après. Dernière question peut-être sur cet enjeu de comment fabriquer demain. Très rapidement, il y a un enjeu dont on parle beaucoup aujourd'hui en France, qui est la relocalisation. Aujourd'hui, vous avez une partie de vos activités qui est sous-traitée, notamment en Afrique du Nord. Est-ce que cette relocalisation, c'est quelque chose que vous envisagez ? Et si oui ou sinon, quels sont les freins aujourd'hui à cette relocalisation dont on parle beaucoup ? Voilà. Alors, en effet, on a une grosse partie de notre production qui se fait en Afrique du Nord et qui n'est pas sous-traitée, qui est en fait dans nos propres ateliers. Et donc nous, on a des salariés, mais vraiment qui sont les salariés de Mulliez-Fleury en Tunisie.
Déjà, un des premiers points importants pour nous, je pense que quand bien même on y arriverait, jamais on ne retirerait toute la production qu'on fait là-bas, parce que c'est nos salariés et on n'a pas d'intérêt à licencier 600 personnes là-bas dans nos propres ateliers. Maintenant, on a de plus en plus de marchés, alors là c'est propre au secteur du vêtement professionnel, mais on a de plus en plus de marchés qui nous disent, écoutez, on voudrait, je cherche Carole Durgard qui travaille pour Mullier, mais on a de plus en plus de clients qui nous disent, écoutez, on voudrait vraiment que vous nous développiez des pièces made in France. Pas de problème, on a ici plein de partenaires qui sont en capacité de le faire, et donc on en parlait d'ailleurs dans les couloirs tout à l'heure, on a pas mal de sociétés qu'on a sollicitées en disant, est-ce qu'on pourrait faire un jean made in France, est-ce qu'on pourrait faire une parka made in France, et on le propose dans des marchés, et à chaque fois ils nous disent, super, allons-y. Et puis, jusqu'à maintenant, pour tout dire, je crois que pratiquement jamais on a réussi à placer de produits made in France. Parce qu'en fait, il y a un tel écart de prix que nos clients, sur le papier, nous disent « oui, on veut y aller ». Et puis, au dernier moment, à chaque fois, il y a toujours l'équipe achat qui passe et qui dit « ouais, c'est bien, c'est joli, mais on va le faire au Maroc, on va le faire en Tunisie ». Et donc, on essaye vraiment de développer, et Carole, c'est ce qu'elle porte, essaye beaucoup de développer pour Mullier Fleury la capacité à faire pratiquement toutes les pièces qu'on propose au marché en made in France. Mais pour être franc avec vous, on n'y arrive pas aujourd'hui parce que les prix sont pas, on n'arrive pas à se positionner en prix. Par contre, pour moi, un des moteurs de la réindustrialisation, c'est déjà d'avoir de la fibre en local. Si c'est pour importer du coton et commencer à le filer en France, alors que le coton vient de l'autre bout du monde, à la limite, je trouve que ça a assez peu de sens écologiquement. En revanche, utiliser du lin qu'on a en France et utiliser la matière qu'on a dans le placard et qui sort de Renaissance Textile, qui est une fibre recyclée, là, je me dis que ça, en tout cas, c'était une des motivations du projet Renaissance Textile. Ça, c'est un des moteurs de la réindustrialisation et de relocaliser en France le textile. Parfait. Et bien, comme ça, c'est clair. On va passer maintenant sur le même thème avec Renaissance Textile. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par réexpliquer votre activité et parler peut-être de cet enjeu collaboratif aussi de massification des gisements ? Alors, Renaissance Textile, hein, comme le disait Clément, je ne vais pas revenir dessus, mais bon, ça a quand même demandé plusieurs années de développement. Moi, ça fait 10 ans que je suis sur le sujet. Donc, la ligne qu'on a chez nous, je l'ai co-développée avec le constructeur de cette ligne. Et il a fallu aussi ajuster les matériels existants de filature pour pouvoir utiliser ces fibres dans des bonnes qualités. Donc maintenant, sur le Renaissance Textile, hein, créé en 2021 par 3 acteurs, et on est une société, je dirais, indépendante pour autant et autonome, donc ouvert à tout le monde et au marché. Donc ça aussi, c'est nouveau, je pense, dans le textile, de se réunir pour créer une société et de la vouloir aussi ouverte. Hein. C'est vraiment un projet de filière textile. C'est pas propre, en fait, aux trois acteurs. Le fait de vouloir massifier, clairement, c'est pour pouvoir atteindre, je dirais, les coûts du marché. La fibre que nous produisons, nous voulons la produire, en fait, au prix de la fibre vierge pour qu'elle soit compétitive et qu'on puisse mettre en gamme et produire aussi de manière industrielle. Donc ça, c'est vraiment aussi un des enjeux. Renaissance Textile, on a aussi d'autres particularités. On est société à mission, donc société à mission, donc ça veut dire, quand on regarde la définition, c'est à but environnemental, donc c'est le cas de par notre activité, hein, du recyclage de ces textiles en fin de vie ou d'emploi solidaire et social. Donc nous, on ne veut pas faire ou, mais et, c'est ce qu'on fait actuellement. Donc on emploie aussi des personnes qui sont un peu éloignées aujourd'hui du marché de l'emploi direct. Donc ça, c'est aussi une des particularités. Ok. Et est-ce qu'on peut peut-être rappeler les ordres de grandeur qui sont en jeu quand on parle de recyclage textile ? Parce que là, typiquement, on parle de comment fabriquer demain. Demain, imaginons qu'on ait divisé notre consommation de vêtements, par exemple, ou qu'on les répare, qu'on les réemploie. Est-ce que c'est la fin de votre activité ou est-ce qu'on peut remettre un peu des chiffres sur cet enjeu de recyclage ? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs sources de données. Il y a l'ADEME, Refashion, qui ont des données importantes. Il y a une étude McKinsey qui a été faite et publiée l'année dernière, etc. Bon, bref, suivant les chiffres Refashion, tous les ans, on met sur le marché français à peu près 800 000 tonnes de TLC. Donc textile, linge de maison et chaussures. On estime, nous, que sur la partie professionnelle, ça représente environ 70 000 tonnes de vêtements mis sur le marché.
Quand on regarde des études sur des projections un peu plus lointaines, donc l'étude McKinsey qui a été publiée à l'été 2022, au niveau européen, en 2020, donc, il y avait entre 7 millions de tonnes de vêtements qui étaient mis sur le marché, et l'estimation à 2030, c'est à peu près 8,5 millions de tonnes. Donc on va continuer à consommer du vêtement, et non pas forcément parce que la démographie va évoluer, parce qu'en Europe c'est même plutôt l'inverse, donc on va encore en consommer. Donc on aura toujours ces gisements-là, et si on fait le parallèle donc, avec Renaissance Textile, sur une ligne de production, donc le projet à terme, c'est d'avoir 3 lignes. La première pour faire du blanc, et si on tourne en 5 équipes, en 5-8, donc 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on est en capacité de pouvoir consommer à peu près 4500 tonnes de textile. Donc 4500 tonnes où on parle de... Donc sur les 800 000 tonnes de TLC, il y a à peu près 560 000 tonnes de textile, plus le vêtement professionnel, donc on est à 650 000 tonnes. Donc on a encore un beau potentiel, voilà. Donc si on a 3 lignes, donc avec nos 3 lignes, on parle de, on va dire à peu près 15 000 tonnes de textile, donc il y a de la marge. Sauf si demain il y avait une mode où on serait pas habillé, mais je pense qu'on n'est pas arrivé là. Donc il y a encore du potentiel. Ok, mais c'est important justement de remettre un peu les ordres de grandeur et les enjeux en face aussi, complètement. Et ben, très intéressant. Donc on va maintenant passer à Ménatelier. Pour parler toujours de cet enjeu de coopération, collaboration, Ménatelier, donc vous êtes à la fois une SCOP, une entreprise adaptée, et puis une entreprise qui a de multiples activités. Donc là, en enjeu collaboratif, on est pas mal. Est-ce que vous pouvez déjà commencer peut-être par présenter les différentes activités que vous avez, et puis votre modèle de gouvernance? Oui. Donc Ménatelier, c'est une entreprise adaptée, c'est une entreprise comme toutes les autres, qui respecte le code du travail, qui paye ses impôts, qui paye de la TVA. Mais au-delà de ça, on a aussi une mission sociale qui est l'insertion durable dans l'emploi de personnes en situation de handicap qui sont éloignées de l'emploi. Et donc, pour offrir un emploi à chaque personne en situation de handicap qui a des problématiques et des capacités différentes, on a 7 métiers qui sont très différents les uns des autres. Alors souvent, quand on est une entreprise de logistique ou de transport, on va développer des métiers connexes. Nous, c'est tout le contraire. Nos activités, c'est création, entretien d'espaces verts, confection, logistique, câblage électrique, valorisation de déchets, propreté et restauration. Donc avec tout ça, ça offre un panel de métiers très différents à des personnes qui ont besoin de rebondir professionnellement. Alors, on est 140, je dis souvent que je n'ai pas l'impression de gérer une PME, mais plutôt 7 TPE. Alors, on est en SCOP depuis 1er janvier 2021. Avant, on était, comme beaucoup des structures du secteur, sous une association, loi 1901. Et comme beaucoup d'associations, le bénévolat, c'est de plus en plus compliqué. On avait de moins en moins de membres au conseil d'administration et il a fallu se transformer. La SCOP a été assez naturelle pour nous. J'ai des collaborateurs très engagés et qui ont le souci de leur entreprise, qui ont envie d'avancer, qui sont force de proposition. Et donc, je trouvais que la SCOP était assez naturelle dans notre modèle d'organisation. Donc, dès la création, sur les 140 collaborateurs, il y en a 70 qui se sont engagés en tant qu'associés, donc qui ont pris des parts. Ces 70 ont élu 12 membres au conseil d'administration. Et les 12 membres du conseil d'administration m'ont élu PDG. J'étais préalablement directrice de l'entreprise. Je suis élue pour 6 ans. Le conseil d'administration est renouvelable par tiers tous les 2 ans. Alors, quand j'étais directrice de l'association, je devais valider un certain nombre de décisions par le conseil d'administration bénévole. On a souhaité faire la même chose avec les salariés, on n'a pas changé en fait. Donc il y a un certain nombre de décisions que je dois partager avec eux. Donc on se réunit à peu près 5 à 6 fois par an sur les grandes décisions, grandes orientations de l'entreprise. Donc c'est un modèle de gouvernance participatif. C'est très riche de le faire avec les salariés. Moi j'ai la chance de l'avoir vu avant avec des bénévoles et maintenant avec des salariés. Prendre des décisions avec des gens qui vivent l'entreprise au quotidien, qui sont impliqués dedans et à qui on laisse l'opportunité de s'exprimer, c'est extrêmement riche. Je suis même bluffée de la façon dont certains perçoivent des choses dans l'entreprise que je n'imaginais même pas. Donc c'est vraiment une chouette expérience. Et alors ce que disent les collaborateurs, et c'est pas moi qui le dis, mais les collaborateurs disent que ça a fait grandir les collaborateurs dans leur prise de conscience de ce qu'est l'entreprise. On partage, même si on partageait déjà, on partage encore plus de choses sur les chiffres, sur les choix d'investissement, sur les orientations stratégiques. Donc ça amène de la compréhension à plein de choses qui se passent au quotidien et c'est vraiment extrêmement riche.
Ok, donc on voit que le modèle passage au scope, qui est quand même assez récent chez vous, c'est vraiment bien passé. C'est extrêmement bien passé et on n'a jamais fait d'aussi bons résultats que depuis qu'on est en scope. Ok, bah, parfait. Et est-ce qu'on peut détailler dans ces cas-là ce volet qui est à côté de la scope, qui est le volet entreprise adaptée? Donc l'entreprise adaptée, c'est une entreprise qui... Alors, enfin, c'est pas un statut juridique, c'est un agrément qu'on reçoit du préfet de région. On a l'obligation d'employer au minimum 55% de personnes en situation de handicap, au maximum ce qu'on veut, en tout cas ça peut être 100, et on doit accompagner les personnes depuis leur recherche d'emploi, c'est-à-dire dès qu'on est demandeur d'emploi, et ensuite dans le parcours de vie de l'entreprise. Donc on reçoit à peu près 80 stagiaires par an, ce sont des personnes qui doivent faire fi ou le deuil de leur précédente vie professionnelle. On doit les aider à retrouver un métier où ils vont pouvoir mettre en avant leurs compétences. Et puis, nos collaborateurs, on les accompagne tout au long de la vie sur de la formation professionnelle, de la montée en compétences, et puis aussi sur toutes les problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien, sociales, de famille, de budget, de logement, etc. Donc, on est sur une prise en charge globale. L'idée pour nous, c'est de pérenniser au plus loin l'emploi, sachant que le handicap, généralement, fait vieillir prématurément, et pour beaucoup aussi, le handicap s'aggrave dans le temps. Donc c'est notre chance aussi d'avoir plusieurs métiers, c'est que quand on ne peut plus faire un autre métier, on peut passer la personne sur une autre de nos activités, et ce qui permet de ne pas aller à l'inaptitude à 45 ou 50 ans, mais plutôt à quelques années de la retraite. Ok, super intéressant. Ben, en tout cas, et moi, ça m'amène une question assez simple, qui est pourquoi on n'est pas tous des scopes. J'ai essayé de me renseigner un petit peu. En France, on a à peu près 3000 scopes. 4400. 4400, c'est avec les SIC aussi. Ouais, mais voilà, Scope et SIC à peu près 4000 versus 120 000 PME. Qu'est-ce qui explique, selon vous, que ce soit encore relativement peu développé en France? Alors, je pense qu'on est une société avant tout capitalistique. On est aussi une société où, d'une manière générale, les êtres humains sont autocentrés. C'est pas du tout un jugement. C'est comme ça, en fait. Et la scope, ça veut dire être en capacité de partager, de faire ensemble. Et surtout, certainement, le plus compliqué, c'est être en capacité de porter des décisions qu'on a prises collégialement, même si on n'est pas d'accord personnellement. Et donc ça, c'est pas toujours facile. Et je pense qu'on n'est pas éduqué comme ça. Dès notre plus jeune âge, l'éducation, c'est être mon enfant, il a marché avant toi, il a eu sa première dent avant toi, il a été propre avant toi, et à l'école, j'ai quelle note, etc. On est vraiment dans une société de la culture du résultat, du je suis premier. La scope, c'est pas ça. C'est le temps long. Ce que d'autres feraient peut-être en 1 an, bah nous, on va le faire en 3 ans. Mais par contre, nous, ce qu'on vit, c'est la pérennité à très long terme. Quand on a écrit nos statuts, on les a écrits pour les gens qui seront encore là dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Ok, ben, on comprend en tout cas que c'est un modèle extrêmement intéressant pour explorer l'avenir. On va passer à un deuxième sujet après cet enjeu de collaboration qui est, quand on parle de fabriquer demain, on ne peut pas se passer de la question des process. Et pour parler de cette question des processus de production, on va commencer par Bleu Océan. Est-ce que vous pouvez déjà représenter votre entreprise, votre activité, et à savoir la confection de denim en jean, qui est quand même quelque chose qui est réputé assez polluant, même au sein de l'industrie textile. Et ensuite, on parlera peut-être de l'adaptation de vos process, justement, pour limiter ces impacts. Alors, effectivement, il va falloir que je corrige un petit peu ce sentiment. L'industrie du jean, effectivement, est extrêmement polluante. Tout le monde le sait, c'est de notoriété publique. Il faut savoir qu'un jean traité, un jean délavé, c'est à peu près 170 litres d'eau par les moyens traditionnels. Aujourd'hui, on arrive avec d'autres moyens à traiter un jean avec un vrai délavage, avec entre 20 litres ou 30 litres d'eau, voire même zéro. Je reviens sur Bleu Océan. Bleu Océan, c'est aujourd'hui 2 sociétés en France. Une société qui s'appelle Bleu Océan, donc, et puis une autre société qui est rentrée dans le groupe au mois de novembre, qui s'appelle AD Confection et qui est située à Cholet. Bleu Océan est situé en face de Noirmoutier, à Beauvoir-sur-Mer. C'est aussi une grosse unité en Afrique du Nord avec 250 personnes. Bleu Océan, c'est le jeaner en France. Nous sommes les spécialistes du jean en France.
Et notre marché est essentiellement axé sur le très grand luxe. Toutes les maisons du luxe du groupe LVMH ou du groupe Kering, ce sont pour la plupart nos clients. Je reviens sur les traitements, mais avec une petite parenthèse quand même, pour aller dans le sens de mes collègues, sur le recyclage, qui est pour nous très important. Le jean, c'est majoritairement du coton, avec éventuellement de l'élastane dedans, mais majoritairement du coton. On travaille sur le recyclage et la réutilisation de nos chutes ou de nos squelettes de coupe depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi, de manière à récupérer 100% de nos déchets français, mais également on rapatrie nos déchets tunisiens, qui peuvent être également aussi très nombreux. On les réutilise, on les envoie chez des défibreurs qui recréent des fils et qui retissent des denimes avec une partie, donc à peu près 30% de fils recyclés et 70% de fils conventionnels, de coton conventionnel en général. Ça, c'est notre fibre RSE forte chez Bleu Océan, qui nous a fait prendre conscience très rapidement de faire un effort dans ce sens-là, parce que c'est, pour nous, les déchets représentent, bon an, mal an, sur tout le groupe, quelque chose comme entre 30 et 50 tonnes de tissus en déchets. C'est énorme et c'est un véritable sujet pour nous. Le deuxième sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est le traitement. L'Océan, à Beauvoir-sur-Mer, c'est aussi une usine de traitement des jeans. On fait du délavage, et toujours encore une fois pour les grandes maisons du luxe, du délavage avec la méthode traditionnelle. La méthode traditionnelle, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est 170 litres d'eau, à peu près 10 grammes litres de produits chimiques pour traiter un jean. 170 litres d'eau, c'est du recyclage de l'eau, du retraitement, c'est coûteux. Pour l'environnement, ce n'est pas la solution. Vous l'avez tous vu, dans les pays à bas coût, on est capable de rejeter des litres et des litres d'eau dans la mer, dans les rivières, sans forcément penser au retraitement, ne serait-ce qu'au réglage du pH, à la température, ce qui peut développer tout un tas de bactéries, et j'en passe et des meilleurs. L'objectif pour Bleu Océan, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, c'est de proposer une solution alternative. Il en existe, et ces solutions alternatives sont axées sur la technologie nouvelle. On ne va plus faire du stone bleach avec des pierres de lave qui vont, lors du rejet de l'eau, générer des petites particules de sable qu'il va falloir gérer ensuite, retraiter avec des litres et des litres de chimie qu'il va falloir également neutraliser avec tout un tas de retraitements très coûteux et pour lequel on ne peut pas tout maîtriser. Notre objectif à nous, chez Bleu Océan, en tous les cas, depuis 2 ans, des machines sont arrivées, des investissements ont été faits pour arriver à traiter un même tissu, un même bleach avec une vingtaine de litres d'eau, tout simplement au lieu de mettre 10 litres de javel, par exemple, 10 grammes de javel dans 1 litre d'eau, on va cette fois-ci penser à la javel, mais au poids du tissu, et non plus dans un bain directement. Et ces produits sont injectés sous forme de nuages dans une machine, et de cette façon, on arrive à optimiser très fort notre consommation en eau et notre consommation en produits chimiques. Et puis, on s'est dit, il faut encore qu'on aille plus loin pour donner ces aspects que tous les grands stylistes des grandes maisons de luxe veulent absolument. Des gros bleach, du travail à faire des trous pour faire le streetwear, par exemple,
dans une société Kering, allez, je le dis, qui s'appelle Balenciaga. Ils travaillent en streetwear. Donc, c'est des jeans qui sont très souvent déstructurés, avec des trous dedans. Les trous, on arrive à les faire dans les pays à bas coût, avec des personnes, des petites mains qui vont frotter avec des grattoirs, des outils, que sais-je, toute la journée. Nous, on a décidé d'employer une technologie laser. On met un panneau sur une table, le laser fait le reste. Ensuite, il vient être fini, il vient être construit dans nos ateliers et il sera terminé avec un simple rinçage. Voilà. Et la toute dernière solution que j'abordais il y a quelques secondes, c'est la technologie de l'ozone. Alors l'ozone, qu'est-ce que c'est ? C'est l'air ambiant. Dans l'air ambiant, vous respirez tous de l'oxygène. L'oxygène, le symbole chimique de l'oxygène, comme vous le savez, c'est O2. On a une technologie chez Bleu Océan qui fait qu'on aspire cet air, on en retient simplement l'oxygène, que l'on va casser en deux. On va faire O1, plus O1, plus O1. O3, c'est le symbole chimique de l'ozone. Et l'ozone est extrêmement corrosif pour l'indigo notamment, c'est ce qui nous intéresse majoritairement, mais également sur un certain nombre de colorants. Vous savez que les colorants, ce sont des molécules, et certains colorants sont des chimies, des colorants directs ou des colorants acides, que l'on peut retrouver sur des chemises ou sur des vêtements un peu plus légers que le jean. On est capable de détruire le colorant tout simplement, sans altérer la fibre du tissu. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé des traitements traditionnels. Traitements traditionnels, c'est de l'eau, c'est des produits chimiques, mais c'est également des petites bourres de coton. Et tout ça, ça part dans la nature. Il faut retraiter tout ça. Là, aujourd'hui, on est capable, désormais, de traiter des vêtements avec 0 litre d'eau, avec des aspects totalement novateurs pour l'industrie du luxe. Ils sont très demandeurs, ils sont même précurseurs avec des cahiers des charges environnementales extrêmement fortes, des demandes très fortes aussi sur la traçabilité. La traçabilité CO2, c'est pour eux très important. Aujourd'hui, avec cette technologie, on peut y répondre et on met ça en avant de plus en plus. Voilà. Ben parfait, on comprend en tout cas qu'avec tout ce que vous avez mis en place, côté recyclage, délavage, traitement de l'eau, aujourd'hui on est vraiment capable de fabriquer des jeans propres en tout cas. Et ça m'amène une question, est-ce que cette fabrication française en bonne partie, propre, est-ce qu'elle est réservée à des produits de luxe ? Est-ce qu'elle est réservée à des produits relativement chers ? En tout cas, est-ce qu'on peut faire des jeans relativement abordables avec ce genre de technologie aujourd'hui ? Alors, absolument. Ce ne sont pas des technologies qui sont extrêmement chères à mettre en œuvre. Tout simplement, on peut citer, parce que cette marque n'est pas une marque de luxe, mais j'y tiens fortement, tout simplement parce que c'est un fabricant français de jeans. Il s'appelle 1083, peut-être le connaissez-vous. 1083, il fait 2 délavages chez nous, le délavage des jeans bleus moyen et clair. Ils sont faits à l'ozone, sans eau, avec une empreinte carbone égale à 0. Vous connaissez le message de Thomas Huriez, le président de 1083. Il va tisser son tissu à Valrupt, dans l'est de la France. Il va le confectionner... il va l'apprêter en région lyonnaise. Ça continue à descendre jusqu'à Romans-sur-Isère. Il a quelques ateliers aussi, je crois, vers Marseille. Et ensuite, ça revient à Beauvoir-sur-Mer. Ça traverse la France, certes. Ça repart chez lui avec des produits totalement finis. Moi, ce genre d'histoire m'intéresse fortement. Au-delà du marché du luxe qui fait notre renommée Bleu Océan depuis 50 ans, cette histoire m'intéresse au plus haut point. J'ai un autre client qui est dans le même, avec qui on travaille, qui s'appelle Lacoste, et qui nous fait faire un certain nombre de finitions, toujours à l'ozone,
Alors en grande quantité, parce que là, pour le coup, il y a beaucoup de demandes pour eux, mais on travaille également, et je mets un point d'honneur à ce que tout ce que nous transformons ou tout ce que nous traitons vienne au moins ou soit confectionné à Troyes. Vous savez qu'ils ont un atelier, une usine importante à Troyes, et effectivement, tout ce qui passe chez Bleu Océan vient de Troyes. C'est du Made in France. On reste dans cette logique. Et on y arrive, absolument. Voilà, c'est justement extrêmement intéressant de voir que ces process propres ne sont pas réservés, en tout cas, à des produits, pas incompatibles, en tout cas, avec une certaine accessibilité. Pas incompatibles, tout à fait. Voilà. On va enchaîner toujours sur cette question de process, cette fois avec le groupe ERAM, et notamment la marque Cécile, pour parler un petit peu d'un processus qui est encore assez nouveau à l'échelle industrielle, à savoir la réparation. Voilà, je vous laisse en parler. Très bien, bonsoir. Peut-être pour remettre les choses dans leur contexte, donc la marque Cécile, c'est la marque en propre de la Manufacture 49, et la Manufacture, c'est la filiale industrielle du groupe ERAM. Il y a 4 ans à peu près, on réfléchissait à un relais de croissance en se disant, alors on fabrique pour d'autres marques, c'est très bien, on fabrique en France. C'était le moment où il y avait ce sujet de la mode qui pollue, l'ONU qui avait publié une enquête, etc. Et on a réfléchi justement à ce qu'on pourrait faire en fait, pour trouver un relais de croissance et faire de bien, c'est-à-dire quelque chose qui ait du sens. C'est comme ça qu'on s'est tourné, en fait, on a réfléchi à un produit qui soit réparable et en adressant en particulier le marché de la basket. Pourquoi ? Parce que déjà à l'époque, ça représentait à peu près la moitié du marché du produit neuf. Et la chaussure réparable, on ne l'a pas inventée, ça existe depuis bien longtemps, mais c'est quand même réservé à une typologie de produits, en particulier du produit haut de gamme, et on ne voyait pas forcément en fait, beaucoup de réparations dans la basket. On a réfléchi aussi par rapport à l'impact carbone, on s'est dit on a un atelier en proximité, on a quand même tous les savoir-faire, on sait faire une chaussure de A à Z, donc restons sur cet aspect local. On a réfléchi sur notre empreinte carbone et la durabilité du produit. Et donc on a travaillé sur chaque étape de la chaîne. La première étape, ça a été les matières. Donc on est allé chercher des matières en proximité. Le fournisseur le plus loin est aujourd'hui situé à 1300 km de notre atelier en Italie. On a travaillé avec des ateliers, des tanneries en l'occurrence labellisées LWG, enfin ce qu'on pouvait trouver de mieux en matière environnementale. On a travaillé avec des matières recyclées et on a mis au point un process de démantèlement de la semelle de la chaussure qu'on a fait breveter parce qu'assez curieusement, ça n'existait pas en fait sur la basket. Et donc c'est comme ça qu'on a lancé cette chaussure. On a fait notre bilan carbone. Nous sommes toujours à 4,4 kg de CO2 sur une paire neuve. Pour ceux qui sont familiers en fait avec ce sujet, ça fait à peu près 2 fois et demi de moins qu'une paire européenne ou proche import, et ça fait 3-4 fois de moins qu'une paire qui est importée de beaucoup plus loin. En s'appuyant sur nos savoir-faire, on s'est rendu compte qu'en fait, on savait faire des chaussures, mais en fait, on savait les réparer aussi. Et c'est comme ça qu'on a lancé ce service. Donc on a bricolé un peu au début avec les personnes qu'on avait, voilà. Mais 4 ans plus tard, force est de constater qu'on a réussi à le processer. Donc tout ça, ça se passe autour de la marque Cécile principalement. Le nom Cécile, c'est pas un prénom, c'est pas une déformation en fait d'un prénom. C'est le principe de cécilité du chêne Cécile, c'est-à-dire que ça veut dire que la feuille est reliée à la branche sans pédoncule. Et c'était le côté circuit court qu'on voulait donner. Nous sommes fabricants. Nous vendons directement aux consommateurs. C'est directement du fabricant au consommateur sans intermédiaire. Et en plus, la dimension du chêne Cécile nous embarquait particulièrement parce que justement, on voulait faire le produit le plus naturel possible et le plus économe environnementalement parlant possible. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai juste ramené un exemple. On a lancé la marque fin 2019. Alors, comme tout le monde, il y a eu le Covid, donc les débuts ont été un peu difficiles. Mais on commence à voir les paires qui reviennent. On a des durées d'usage qui sont assez variables, bien sûr, parce que ça dépend de chacun. Et ça, c'est juste pour montrer en fait ce qu'on est capable de faire.
On a un petit stand, vous pouvez les voir de près. Aujourd'hui, donc on a processé, on va nettoyer les chaussures, on démonte la semelle, on la remonte, on remet une semelle neuve, on réenforme, on change la première intérieure. S'il le faut, on a aussi changé l'anti-glissoire et on change le lacet. Et c'est reparti pour un tour et ça permet d'allonger la durée de vie du produit. Et on est parfaitement dans cet esprit finalement de durabilité, puisque le critère clé de durabilité, c'est que le produit dure. C'est pas seulement qu'il soit fabriqué avec des matériaux recyclés, etc. Il faut que ça dure. Et donc finalement, on allonge quasiment d'une fois en fait la durée de vie de la chaussure, et on commence aussi à avoir quelques paires qui reviennent une deuxième fois. Voilà. Parfait. Et peut-être est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix qui a été fait chez vous d'intégrer la réparation plutôt que par exemple de s'appuyer sur un réseau de réparateurs agréés ou de cordonniers, ou voilà. Parce que c'est une vraie démarche aussi en interne. Oui, tout à fait, parce que du coup on s'est labellisé Refashion aussi récemment. Ce qui va nous permettre aussi de rendre encore plus accessible le prix de la réparation. Alors pour répondre à la question, 2 éléments. Le premier, c'est que si on le regarde par le prisme de la manufacture, par le prisme industriel, pour nous, la réparation, c'est une extension des savoir-faire. On s'appuie sur ce qu'on sait faire et on en développe des nouveaux. Et en plus, on a réussi à le processer, entre guillemets. La deuxième réponse, c'est quand on prend un peu de recul et qu'on regarde justement le groupe ERAM, où il y a un certain nombre de marques, chacune est libre d'agir comme elle l'entend. Et il y a un exemple qui est paru dans la presse justement il y a quelques semaines. C'est par exemple TBS qui s'est justement associé avec la Fédération des cordonniers autour d'un produit phare qui s'appelle la Phénis. Et donc si vous voulez faire réparer ce produit, il y a des cordonniers qui sont agréés. Donc moi je vois la démarche comme complémentaire plus qu'une opposition finalement. Bien sûr. Ok, et ben on a en tout cas fait un premier tour sur ces enjeux de la fabrication de demain, en parlant collaboration et processus de production. Je vous propose de faire un dernier petit tour de table avec la même question à chacun. En quelques mots, quels conseils vous pourriez donner à des entreprises, il y en a sûrement présentes aujourd'hui, à des entreprises qui chercheraient à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement, de l'humain, pour mieux fabriquer demain, justement? Bon, alors, donner un conseil, c'est un peu présomptueux, mais c'est peut-être assez bateau, mais c'est que l'éco-conception, ça se pense en amont. C'est-à-dire qu'on voit parfois des initiatives avec des produits avec beaucoup de matières recyclées, mais au final, on a des durées de vie qui sont assez courtes. Et en fait, c'est vrai que c'est travailler sur l'ensemble des composants, les matières, comprendre leur abrasion, leur qualité, etc., comment on les assemble et comment on va les faire durer. Ça se fait en amont, ça ne se fait pas une fois qu'on a reçu la production. Voilà, donc pensez tôt, pensez en amont. Parfait, merci. Alors, je suis assez d'accord sur le principe de l'éco-conception. On recycle, nous, certains vêtements et dans des domaines, en fait, pour reconnaître la taille. C'est très visuel, mais sur un pantalon qui va être tout blanc, on va avoir un tout petit morceau de textile de couleur rouge qui va indiquer que c'est du M, bleu qui va indiquer que c'est du L, etc. Et ce tout petit morceau de tissu de couleur vient contaminer tout un batch de fibres qui va la rendre moins facile à consommer pour refaire un nouveau textile blanc, par exemple. Donc plutôt que de mettre une couleur, on peut mettre une lettre peut-être ou autre chose. Enfin voilà, je pense qu'il y a des choses à développer là-dessus. Et effectivement, dans cette partie éco-conception, nous, les fibres qu'on reproduit et les textiles qui sont reproduits avec, c'est pour respecter en fait les mêmes normes et les mêmes cahiers des charges. On se dit que ça n'aurait pas de sens de refaire un textile dégradé, aucun intérêt, et qui respecte pas non plus ce nombre de lavages, ça servirait à rien au bout du bout. Voilà. Oui, me concernant, j'ai pas de conseils à donner, simplement peut-être de dire comment nous on fait. On fonctionne beaucoup, nous, par expérimentation. Et on se plante parfois, souvent, et parfois on réussit. Et en fait, c'est beaucoup l'expérimentation qui nous permet de découvrir. Et en fait, étant donné qu'il n'y a pas de choses existantes, la plupart des choses, on doit les inventer. Tous là, dans la salle, on doit inventer le textile de demain. Et en fait... je pense que ça se fera beaucoup par l'expérimentation, et je rejoins ce qui est dit par les autres. Nous, c'est beaucoup l'expérimentation où on se plante et on envoie des trucs pourris à recycler à Nicolas qui nous dit
c'est chiant à recycler, c'est compliqué à recycler, qui nous font apprendre de dire ah oui, donc en fait si je mets ça à l'intérieur des produits, c'est compliqué à recycler en fin de vie. Donc c'est beaucoup l'expérimentation qui nous aide à grandir. Ouais. Voilà. Alors moi, je ne sais pas si c'est vraiment un conseil, mais c'est au regard des expériences qui ont pu être exprimées, on se rend compte qu'en fait, il faut sortir du cadre. Si on reste dans son modèle économique classique et dans sa façon classique de travailler, on le voit bien, aucun d'eux l'ont fait en fait. Hein. Moi, je dirais simplement, soyez convaincus, soyez convaincants, soyez curieux. Et vous avancerez. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci. Je crois qu'on peut les applaudir. Et alors, comme il nous reste une dizaine de minutes, peut-être qu'il y a des questions dans la salle. Il me semble qu'il y a un micro qui peut circuler. Ouais. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour faire circuler un micro, si possible. Bonjour. J'ai une question pour Renaissance Textile. Je suppose qu'il y a des minimums à respecter pour pouvoir faire recycler ces fibres. C'est quoi les minimums ? Alors aujourd'hui, on démarre l'activité, donc on est, ce que je disais tout à l'heure, sur un process industriel et pour garantir aussi des coûts d'exploitation qui permettent d'utiliser notre fibre. Donc aujourd'hui, notre minimum de production sur cette première ligne, qui ne traite que du blanc, c'est des batchs de 4 tonnes de textiles homogènes. Ça ne veut pas dire que ces 4 tonnes de textiles homogènes doivent provenir d'un même endroit, mais il faut qu'ils aient la même composition et la même couleur. Même quand je parle du blanc, il y a plusieurs nuances de blanc, donc il faut qu'on arrive à les exploiter. C'est pour ça qu'on a des laboratoires pour savoir étudier tout ça en amont et en aval, une fois qu'on a le produit fini, pour savoir orienter les filateurs, parce que dans le textile d'habillement, on se doit au bout du bout de connaître la composition à 3% près. Donc si on n'a pas quelque chose d'homogène, si c'est vraiment très hétérogène, ça devient compliqué pour le faire. Voilà. Et les prochaines lignes, justement, on les travaillera pour qu'elles soient beaucoup plus flexibles pour travailler des plus petits lots, tout en garantissant, en fait, on est aussi GRS, tout en garantissant la traçabilité, etc., etc. Ça, c'est important aussi. D'accord. Du coup, vous recyclez autant les fibres naturelles que synthétiques ? Alors, aujourd'hui, oui, on travaille principalement, en fait, on travaille les gros cailloux. Ce qu'on se rend compte, que ce soit dans le vêtement professionnel ou grand public, on va dire que 80% des textiles que nous consommons sont à base de coton ou coton polyester. Donc on s'est plutôt consacré sur cette partie-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne saurait pas travailler autre chose, mais on travaille déjà les gros cailloux, on apprend, c'est nouveau, on fait notre plan d'expérimentation, et ensuite on dupliquera en fait au reste. Ok, merci. Par contre, il y a des acteurs qui existent, qui font des moins grosses quantités que nous. Nous, quand on doit faire des tests avec le CETI ou... Effectivement, pour des expérimentations, il y a le CETI qui est en mesure de pouvoir vous accompagner sur ces parties-là et peut-être d'autres acteurs. Et petites séries, oui. Oui. Voilà. Merci. Merci. Je trouvais très intéressante vos réponses à la dernière question de Clément. J'ai trouvé que ça résumait assez bien ce que nous avait apporté chez Rosen le parcours de la Convention des entreprises pour le climat. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une association qui accompagne les dirigeants et les responsables RSE pendant 10 mois. Nous, on a fait ce parcours sur 2023 et ça nous a permis d'écrire notre feuille de route pour prévoir l'entreprise de 2030. Et ça nous a aussi permis de former tous les employés de l'entreprise, par exemple au Fresque du climat, et d'embarquer tout le monde, et aussi nos écosystèmes, donc amont et aval. Et toutes les personnes qui sont là, je vous conseille vraiment de vous intéresser à ce parcours-là, qui va se réouvrir dans l'Ouest pour l'année 2024. Voilà. Merci.
Est-ce qu'il y aurait une dernière question peut-être, ou une remarque, un témoignage? Ouais, devant. Bonjour. Est-ce que vous avez eu des freins d'ordre réglementaire? Est-ce qu'il y a des normes européennes ou autres qui vous ont gêné en fait dans vos recherches? Parce que ça peut être un plus, mais ça peut être aussi négatif. Et on n'a pas eu trop les choses qui vous ont ennuyé dans vos parcours respectifs. J'ai commencé effectivement, hein, pas mal. Pas mal de part déjà... on dit pas mal de gros mots là, dans notre activité, on dit recyclage, donc je parle pour tout ce qui est assurance, législation, etc. Ça nécessite... et puis on travaille en France, donc on se doit de respecter toute la réglementation. Mais recyclage, textile, et on est considéré, nous, dans le recyclage du coup, comme des gens qui traitent du déchet, ça rend les choses compliquées. Par exemple, à aujourd'hui... notre assureur n'est pas français. Il n'y a aucun Français qui s'est positionné pour assurer notre activité pour des questions de risque. Et avec ces 3 gros mots, en fait, ça clignote très rouge chez eux, quoi. Donc, voilà. Et puis après, en termes de législation, bah, c'est pareil, il faut prendre pas mal de précautions pour travailler ces matières. Et pourtant, tous les vêtements qui rentrent chez Renaissance Textile, en fait, sont entretenus et doivent venir et arrivent chez Renaissance Textile lavés. C'est-à-dire qu'ils ont été lavés par les Hélice, les Calige, les Initial, les Annette qu'on connaît sur le marché qui entretiennent les vêtements professionnels. Donc c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils sont propres comme si un porteur allait les reporter. Simplement, cette fois-ci, pour ce dernier passage-là, on va les recycler, on va leur donner une seconde vie. Donc en plus de ça, les loueurs, quand ils rendent le vêtement à un porteur, généralement, ils ne le rendent pas dégoûtant avec plein de bactéries dessus et donc ils sont propres à être reconsommés, réutilisés, on va dire, par des porteurs. Donc c'est pour ça que nous, on lutte contre le fait d'appeler ça un déchet. Pour nous, c'est des vêtements fin de première vie. Et nous, on va leur donner une seconde vie et ils sont propres au moment où ils arrivent chez Renaissance. On appelle ça, pour nous, c'est une matière première secondaire. Pas d'autres remarques, mais on a éventuellement le temps pour une dernière. Ouais. Et est-ce que vous avez déposé des brevets et au niveau européen, est-ce que vous faites du lobbying justement pour arriver à ce qu'on accepte juridiquement tout ce qui est de l'ordre du recyclage? Alors on a nos petites astuces. Après, déposer des brevets, c'est aussi orienter d'éventuels confrères, parce que quand on dépose un brevet, il faut suffisamment bien le décrire. Donc non, on n'a pas de brevet. On a nos solutions, voilà, les nôtres. Après, on travaille déjà avec beaucoup de pays européens. Hein. On parlait de la France tout à l'heure, mais nous, par exemple, on a des textiles qui nous viennent du Danemark, des Pays-Bas, d'Allemagne, de Suisse. Et d'autres pays qu'on est en train de travailler européens, donc pour dire que le spectre est assez large et qu'il n'y a pas aujourd'hui beaucoup de solutions. Voilà. Et en termes de législation, pour le moment, le vêtement venant de chez des loueurs, etc., étant propre, on n'a pas de soucis particuliers. Mais c'est des choses qu'on anticipe pour quand on va s'élargir à la partie grand public, quoi, où là il y aura d'autres problématiques. Mais par contre, notre technologie qu'on a développée et qu'on a conçue en fait au fil de toutes les expérimentations dont je vous parlais tout à l'heure, parce que voilà, le CHU de Nantes nous a pas mal aidé dans cette phase-là. On a collecté pendant des années les vêtements du CHU de Nantes, alors qu'on allait demander prêtez-nous des vêtements, on va faire des tests. Et puis on faisait des tests. On a des trucs qui marchaient pas bien, on a des trucs qui marchaient mieux. Et en fait, la technologie qu'on a développée au final, elle n'existe pas ailleurs. Et en fait, quand on fait visiter la boîte, on cache toutes les parties qui sont propres à ce qu'on a conçu nous-mêmes et qui n'existent pas ailleurs. Voilà, on ne dépose pas de brevet, mais en même temps, on ne fait pas visiter à tout le monde toutes les parties de la machine. Et sachant que c'est une machine, pour que vous vous rendiez compte, parce qu'on peut s'imaginer peut-être un petit module, mais c'est une machine qui fait 1200 mètres carrés au sol, donc c'est un gros bébé. Parfait, merci beaucoup. Cet épisode vous a été proposé par Fashion Green Hub, association professionnelle qui rassemble et accompagne les entreprises françaises de l'industrie mode, textile, sport et luxe dans leur transition post-carbone. Pour être au courant de notre actualité, consultez notre site internet fashiongreenup.org et suivez-nous sur nos réseaux sociaux disponibles en description.
Merci de votre écoute. À bientôt.